Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Alors, avant que nous commencions, je vois qu'il y a encore des gens qui commencent à se connecter. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Qu'on n'ait pas de soucis techniques au moins pendant la présentation. Je vois déjà des gens qui disent bonjour dans le chat, donc c'est plutôt bon signe. Oui, effectivement, ça répond plutôt pas mal, donc je pense que vous m'entendez bien. Alors, je vois qu'il y a encore des gens qui se connectent. On va quand même commencer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a une demi-heure de prévu. En attendant que les gens finissent de se connecter, je vais vous présenter un petit peu le sommaire et vous expliquer ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. Alors, nous sommes donc sur un nouveau webinaire autour de la réforme de la facturation électronique. Ceux qui me suivent savent que j'en fais quand même pas mal en ce moment, évidemment, c'est le sujet d'actualité. Aujourd'hui, on va parler plus précisément de la Sedge University et du pass RFE que propose Sedge. Donc, je vais vous montrer le sommaire. Je vais d'abord vous présenter ce que c'est que Sedge University, parce que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui existe depuis très longtemps chez Sedge, mais que vous ne connaissez peut-être pas. Et puis, on va essayer de voir aussi qu'est-ce que le pass FE, donc la fameuse formation que Sedge propose, qui se découpe en 3 parties, donc pour comprendre la RFE, comment s'y préparer et ensuite commencer la RFE. Je vous propose donc qu'on commence directement par cette partie Sedge University. Alors, qu'est-ce que c'est que la Sedge University? Donc, je vous l'ai mis à l'écran, de toute façon, on va le commenter ensemble. Donc, c'est un espace de formation en ligne qui est proposé par Sedge, hein, pas par Handicap, mais bien par Sedge directement, et qui va vous aider en fait à mieux maîtriser vos solutions Sedge, le légal, le réglementaire quand il y en a. Évidemment, aujourd'hui, ah, je vois dans les messages que le son n'est pas bon. Alors attendez, je vais reprendre, je vais voir ce que je peux faire. C'est bizarre. Hop, non, vous ne m'entendez pas? Ah, c'est étrange. J'ai pas changé mon matériel depuis mon dernier webinaire de mardi. Alors attendez, on va essayer de résoudre ça. C'était étrange. Est-ce que vous m'entendez mieux? Avec toujours un grésillement? Ah, ça a l'air de vous confirmer que c'est mieux. Bon, super. Je ne sais pas pourquoi, c'est les aléas de l'informatique, on va dire. Donc je reprends du début du coup pour ceux qui auraient mal écouté et puis pour ceux qui se sont connectés entre-temps. Donc j'étais en train de présenter la Sedge University, hein, donc ce que je vous disais, c'est que c'est un espace de formation en ligne qui est prévu par Sedge, l'éditeur Sedge. Ah, bah, c'est pas possible. Comment ça se fait? Attendez, essayer de faire. Hop, ça va changer mon setup par rapport à la dernière fois. Je vais vérifier dans les paramétrages. Pourtant j'ai bien le son. Téléphérique de sortie, ça c'est bon. Téléphérique d'entrée aussi. Euh, Hop. Est-ce que vous m'entendez mieux ici? Oui, j'ai des oui. Bon, écoutez, on va essayer comme ça du coup, puisque ça a l'air d'être plus clair. Donc je reprends. N'hésitez pas à me dire si jamais ça recoupe. Donc je reprends. Donc la Sedge University, qu'est-ce que c'est? C'est un espace de formation créé par Sedge, qui a été pensé en fait pour vous aider à maîtriser vos solutions Sedge et le réglementaire. Donc chacun a son rythme. Ah, j'ai un peu de tout. Alors j'ai des oui et des non. Je ne sais pas du coup si ça vient de chez moi ou pas. C'est embêtant du coup ça. Pour nous non plus, c'est toujours pareil. Ah mince.
Ah, c'est embêtant ça. Ce qu'on va faire, c'est que vu que je suis tout seul dans le bureau, je vais essayer de couper le casque. Comme ça, Bonjour, bonjour Sébastien. peut-être que ce sera mieux. Hop. Et on peut faire avec. C'est bon pour moi. Bon, écoutez, je vais essayer d'avancer. Je vais parler un peu plus fort. J'espère que ce sera assez clair. Ok, je suis d'accord. Ok. Bon, j'ai l'air d'avoir plus de réponses positives que négatives, donc je vais essayer d'avancer. De toute façon, je vous enverrai la présentation, hein, il n'y a pas de problème pour ça. Donc on va quand même essayer d'avancer un petit peu et je vais parler un peu plus fort et essayer d'articuler un peu plus pour être sûr que vous entendez tous bien. Donc je reprends, pour ceux qui ont déjà écouté, désolé de le redire une troisième fois. Donc là, cette université, qu'est-ce que c'est? C'est un espace de formation, donc je disais, qui est prévu par Sedge, hein, pour pouvoir vous faire monter en compétences à la fois sur les solutions Sedge, mais aussi et surtout sur toute la partie légale et le réglementaire. Donc l'avantage de ces formations, c'est que vous pouvez vous connecter quand vous voulez, vous allez à votre rythme. Il existe plusieurs formules de formation sur Sedge University, selon les formations qu'on prend, hein. Ça peut être des e-learning, donc c'est des formations que vous suivez quand vous le souhaitez, à votre rythme, avec des supports qui sont fournis. Ou des fois, il y a aussi des sessions à distance qui sont animées par des formateurs, des formateurs agréés, bien entendu, hein, et qui sont là derrière une caméra, comme moi aujourd'hui, je l'espère avec un meilleur son du coup. Et puis, à la fin de ces formations, vous avez des supports, hein, qui vous sont donnés et que vous pouvez réutiliser. Je vous ai mis à l'écran, c'est important aussi, hein, c'est que c'est un organisme certifié, la Sage University. Donc, il est certifié Calopi. C'est une gage de qualité et de fiabilité, ce qui fait que vous pouvez passer ça en formation. Alors, la Sage University, vous pouvez vous y connecter via un site internet. On vous enverra le lien, ou vous pouvez le trouver directement sur internet, hein, ça s'appelle donc Sage University. Et puis, pour vous connecter, il vous faut un ID Sage. Donc, la plupart d'entre vous ont déjà cet ID Sage, hein, vous l'utilisez beaucoup dans vos applications, peut-être sans vraiment savoir que ça s'appelle un ID Sage, hein, mais vous l'utilisez avec Sage Direct, avec Sage Flux Bancaire, pour ceux qui sont en SaaS, avec Sage SPC ou Sage Hébergé. Donc, aujourd'hui, c'est un compte Sage, votre adresse mail que vous utilisez pour vous connecter sur différents sites Sage. La plupart d'entre vous l'ont déjà. Donc, à la connexion, vous pouvez utiliser cette adresse mail et ce mot de passe. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vérifier si vous l'avez créé, c'est-à-dire vous mettez votre adresse mail, vous mettez mot de passe oublié et vous verrez si vous avez déjà un compte. Sinon, vous pouvez créer un compte. Donc en créant un compte, vous allez arriver sur une petite page, un formulaire à remplir qui est assez simple, hein, qui vous demande votre adresse, votre nom, votre prénom et de définir un mot de passe. Ce qui est important aussi, d'avoir votre code client Sedge. Alors ça, je vous invite, si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas votre code chez Alticap, hein, c'est votre code client chez Sedge, chez l'éditeur. Vous pouvez le demander à votre chargé d'affaires, il pourra vous transmettre cette information si jamais vous ne la trouvez pas. Une fois que vous êtes inscrit du coup à la Sedge University, vous allez sur le site et vous arrivez sur une page d'accueil qui est celle-ci. Et vous allez avoir un accès, je vous l'ai mis en tour et en vert, à votre tableau de bord. Alors, à droite, vous avez un autre bouton pour consulter les autres offres Sedge, hein, donc c'est toutes les formations que Sedge met en ligne que vous pouvez accéder. Mais vous pouvez surtout accéder donc à votre tableau de bord, et en allant sur votre tableau de bord, vous allez voir toutes les formations auxquelles vous avez souscrit, qu'elles soient en cours ou qu'elles soient terminées. Donc vous pouvez toujours aller les consulter, vous pouvez récupérer s'il y a des documents qui y sont rattachés. Donc ça, c'est votre espace à vous. Vous pouvez, bien entendu, aussi, je ne l'ai pas précisé, créer autant de comptes sur Sedge University que vous souhaitez. Ce qui est important, c'est votre code client Sedge, mais vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs de vos solutions ou plusieurs personnes qui sont intéressées, par exemple là pour la formation de la facturation électronique. Vous pouvez leur créer des comptes Sedge ID pour qu'ils aient eux-mêmes leur tableau de bord. Euh, donc n'hésitez pas à créer un maximum de comptes. Une fois que vous allez sur votre tableau de bord, vous allez avoir une liste de formations, comme je vous le disais. Là, je vous ai mis à l'écran, par exemple, celle sur le pass de facture électronique, qui est décrit ici, que vous pouvez lancer. Donc, quand vous voyez le bouton lancer, ça veut dire que c'est une formation qui est en cours, hein, donc que vous pouvez toujours exécuter, refaire si besoin. Sinon, c'est marqué qu'elle est clôturée, mais elle est toujours consultable. Ce parcours dont on parle, le pass électronique, ce qui est important de savoir, c'est que lui, il va rester actif pendant 3 ans. À partir de la date à laquelle vous avez souscrit au pass électronique, pendant 3 ans, il restera accessible. Alors, il restera accessible pourquoi? Parce que, vous pouvez y retourner quand vous voulez, vous pouvez ajouter des utilisateurs qui vont vouloir accéder à cette formation, mais surtout, vu que la réforme, elle va évoluer, la formation va évoluer aussi. Les thèmes seront rajoutés,
comme on a dit, des e-learning. Peut-être qu'il y aura des fois des moments où c'est nécessaire d'avoir un formateur en face. Donc la réforme va évoluer et tout sera rattaché à cette formation. Vous le savez sûrement, puisque j'imagine que vous suivez l'actualité, c'est une réforme qui va être dans le temps. C'est-à-dire que c'est une réforme qui commence en 2026, qui continue en 2027, mais qui a quand même pour objectif de rentrer dans le cadre de la réforme de la facture électronique au niveau européen. C'est ce qu'on appelle la réforme VIDA, vous en avez peut-être entendu parler. En 2030, on ne fera plus de l'échange de factures électroniques que entre sociétés françaises, mais aussi avec les pays européens. Donc c'est une réforme qui s'inscrit dans le temps. Donc là, pour l'instant, la formation, elle est prévue pour 3 ans. Il y a des chances que ça dure beaucoup plus longtemps, évidemment. Alors le pass facture électronique, la fameuse formation dont on parle, qu'est-ce que c'est? On va essayer un peu de la décrire, hein. Donc vous voyez à l'écran, c'est une série de web formations régulières, donc c'est ce que je vous expliquais juste à l'instant. Elle va être enrichie, elle va être améliorée de temps en temps, évidemment. Et c'est des formations pardon, qui sont accessibles sur la Sage University, donc qui vont vous permettre de monter en compétences sur la réforme, qui vont vous offrir des contenus donc, que vous allez pouvoir télécharger et conserver et puis transmettre en interne, hein, bien sûr, à chaque sortie de version de Sage, puisque Sage, comme tous les éditeurs, évidemment, vont devoir mettre à jour leurs solutions régulièrement au fur et à mesure que la réforme va avancer. C'est quelque chose qu'on connaît depuis des années, par exemple, sur des logiciels de paye, hein, où tous les ans, on est obligé de les mettre à jour parce qu'il y a des mises à jour légales, sociales qui se font. Avec la facture électronique, les logiciels de gestion seront concernés de la même manière. Et comme je vous le disais en préambule, donc c'est un parcours qui va offrir un mix entre des e-learning où vous êtes complètement autonome et vous pouvez donc aller à votre rythme et quand vous le souhaitez sur les formations, et d'autres qui sont des web formations, donc avec des formateurs en face. Donc là, c'est à des dates et des heures prévues, comme aujourd'hui mon webinaire par exemple, hein, où vous pouvez vous connecter et vous pourrez échanger avec les formateurs de Sage. Aujourd'hui, le pass facture électronique, il est découpé en 3 parties. Donc, une première partie qui va vous permettre de maîtriser le légal. Comme je vous le disais, la réforme, elle est assez complexe. Voilà, c'est pas une simple mise à jour de logiciel ou juste un simple envoi de facture électronique, hein. Il faut la comprendre. Qu'est-ce que c'est que cette réforme? Donc, ce que je vous disais, hein, c'est une réforme qui est portée par l'État pour généraliser l'échange de factures électroniques entre entreprises B2B, hein, ce qu'on appelle le B2B domestique, donc les entreprises françaises, mais pas que. On va voir qu'il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte dans cette réforme, de voir pourquoi elle a été faite, cette réforme. Alors, évidemment, pour lutter contre la fraude à la TVA, ça c'est le premier truc, hein, puisque la fraude à la TVA en France, c'est près de 25 milliards d'euros par an. C'est assez conséquent. Donc, le premier but de l'État, évidemment, c'est de pouvoir lutter contre cette fraude à la TVA. Peut-être qu'ils nous laisseront nos jours fériés si jamais ils arrivent à récupérer les quelques milliards de la TVA. Qui est concerné? Parce que c'est une question que tout le monde se pose à chaque fois. Est-ce que je suis concerné? Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 7,5 millions d'entreprises en France qui sont concernées, plus ou moins, hein, évidemment, mais qui sont concernées par cette réforme. Donc, c'est pas juste pour des grosses entreprises ou de la PME, c'est toutes les entreprises qui sont assujetties à la TVA. Donc, même des auto-entrepreneurs, des artisans, tout comme des grands groupes, à partir du moment où on est assujetti à la TVA, partiellement, complètement, en franchise, etc., on est concerné par cette réforme, plus ou moins. Donc, c'est important de savoir dans quel cas on est concerné ou pas. Vous êtes en plus, pour la plupart d'entre vous, vous gérez des fois plusieurs sociétés. Il faudrait savoir pour chacune société dans quel cas elle rentre. Et puis, pour quand? C'est un planning que vous connaissez sûrement. On sait que ça va démarrer au 1er septembre 2026. Comme je vous l'ai dit, ça va se prolonger avec d'autres étapes en 2027. Mais il faut savoir aussi que la réforme, elle avance, hein. Ça fait des années qu'elle est lancée. Cette année, elle avance même très vite. Elle a vu l'ouverture de l'annuaire des entreprises en début d'année. Et donc maintenant, il est accessible depuis le mois de septembre. Vous pouvez aller consulter cet annuaire, hein, du PPF. En ce moment, on vient de rentrer dans une grande phase de test autour de toutes les plateformes agréées. On a quand même 118 éditeurs qui se sont positionnés comme plateformes agréées. Et donc là, ils sont dans une grosse phase de test. Donc c'est un planning, vous voyez, qui bouge tout le temps et très vite. Il va falloir comprendre la facture électronique. Qu'est-ce que c'est que la facture électronique? Donc là, on vient de le dire. Quels sont les formats autorisés? Parce que qu'est-ce que c'est une facture électronique versus de la dématérialisation? Évidemment, hein, envoyer une facture électronique en PDF par mail, c'est pas de la facture électronique. Ça, c'est de la dématérialisation. Donc, il faut bien comprendre ce que c'est qu'une facture électronique, quelles conséquences ça a. La facture électronique, c'est un prolongement finalement de la loi LME que vous devez connaître, hein, parce que ça fait quelques années. Donc, ça induit quand même des contrôles de factures, des formats à respecter, des mentions obligatoires. Donc, il faut revoir aussi les mises en page, vos modèles pour voir tous ces champs-là.
Il va y avoir beaucoup de statuts, des statuts de suivi de votre facture qu'il va falloir intégrer, donc qui vont être intégrés dans vos solutions de gestion, mais qui vont aussi jouer du coup, vous, sur vos process internes. Comprendre la différence entre e-invoicing et e-reporting, parce qu'on parle beaucoup de facture électronique, mais la réforme, c'est la facturation électronique au sens large. Donc dedans, il y a le e-invoicing, en français, ça, c'est la facture électronique, mais il y a aussi le e-reporting. Pour toutes les opérations que vous faites qui ne rentrent pas dans le cadre de la facture électronique, elles rentrent dans le cadre du e-reporting. Donc on a bien deux types de flux différents. Et en plus, dans ces deux types de flux, il faut savoir qu'ils sont découpés. Le e-invoicing, c'est deux flux, en B2B, en B2J. Le e-reporting, il y a du e-reporting de transaction, il y a du e-reporting de paiement. Donc tout ça, il faut l'appréhender, il faut le comprendre. Qu'est-ce que c'est que la différence entre tous ces flux qui peuvent y avoir? Quelle est la fréquence? Parce qu'une facture, on le sait, c'est quand elle est émise. Mais par contre, le e-reporting, quand est-ce qu'on doit, l'émettre? Eh bien, ça dépend du régime fiscal, par exemple. La plupart d'entre vous vont devoir le déclarer tous les 10 jours. Donc c'est important de savoir qu'est-ce qu'on va déclarer, comment on va le déclarer, quel est le périmètre de déclaration. Tout ça, ça fait partie de la formation. On va voir les process de transmission, comment je transmets une facture, hein, évidemment, et comment je la réceptionne. Quel est son cycle de vie? C'est important de savoir le cycle de vie de la facture. C'est-à-dire à partir du moment où elle est émise et jusqu'au moment où elle est réglée, il se passe énormément de choses au milieu et ça induit énormément de choses, évidemment, pour vous, utilisateurs. On va parler d'archivage de factures, parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux ou sur les sites, les choses comme ça. On parle beaucoup d'archivage parce que l'archivage légal est obligatoire. Il faut avoir un archivage légal de facture. Mais attention, ce n'est pas le rôle d'une plateforme agréée. Les plateformes agréées n'ont pas pour rôle de proposer de l'archivage. Donc c'est important aussi de bien choisir sa plateforme agréée et de voir celles qui vont le proposer. Ça aura forcément un coût. C'est de l'espace de stockage, donc ça aura un coût. Il faut bien se renseigner, il faut comprendre ce que c'est que l'archivage. La différence entre un archivage classique, l'archivage légal, l'archivage à valeur probante, tout ça, c'est des choses qu'on voit dans ces formations. Il va falloir connaître tous les acteurs de cette formation, parce que vous êtes le premier acteur, parce que vous allez utiliser, mais il y a beaucoup d'autres acteurs. Alors, il y a sûrement des mots que j'ai mis à l'écran que vous connaissez, que vous avez entendus. Le PPF, la plateforme publique de facturation, qui va héberger l'annuaire et qui fera office de concentrateur de données pour l'administration fiscale. Donc, la DGFiP que j'ai mis à l'écran, hein, c'est ça, l'administration fiscale. Les plateformes agréées, donc, que vous connaissez aussi sous le nom de PDP, qui ont changé cet été, hein. L'État a voulu changer le nom pour mettre l'accent justement sur la partie agréées de ces plateformes, dire que vraiment elles sont agréées par l'État parce qu'elles ont fait un travail de fond. Les SC, donc ce qu'on appelle les solutions compatibles, hein. Donc ça, c'est vos outils de gestion, vos outils de dématérialisation. PayPal, qu'est-ce que c'est que le réseau PayPal? C'est un réseau d'interopérabilité européen, donc qui va être très important pour la réforme française, mais demain dans la réforme européenne. Donc il faut comprendre son rôle, à quel moment il intervient, etc. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'acteurs. Je ne les ai pas tous mis à l'écran, il y en a d'autres. Tout ça, c'est expliqué aussi. Et puis, bien plein de choses qu'on va expliquer. Donc, le rôle de l'annuaire dont je vous parlais tout à l'heure, à quoi il sert, comment il fonctionne, comment il est utilisé dans tout ça. Les cas d'usage, parce que transmettre une facture entre entreprises, c'est assez simple, c'est ce qu'on appelle le cas classique, le cas nominal. Mais en France, comme on fait rien comme tout le monde, on a identifié des cas d'usage, parce que je fais de la facturage, parce que je fais de la sous-traitance, parce que je fais de l'autofacturation. Il y en a énormément. On en dénombre à ce jour 42. On en avait jusqu'à il y a 2 semaines 36. L'État en a rajouté encore 6, donc ça pousse maintenant jusqu'à 42 cas d'usage. Il faut les comprendre, ces cas d'usage. Il faut identifier lesquels vous concernent. Donc tout ça, c'est expliqué aussi. Et tous les tiers complémentaires. Parce que dans ces échanges, il peut y avoir des tiers complémentaires, des vendeurs, des acheteurs, des gens qui doivent viser des factures à partir du moment où on est sur de la co-traitance, par exemple. Tous ces gens-là, il va falloir qu'ils puissent rentrer dans le circuit de validation de vos factures, qu'ils puissent avoir accès à certaines choses. Et tout ça, pareil, il faut le comprendre. Donc, vous voyez que le cadre, ne serait-ce que le cadre légal de la facturation électronique, il est très large. Il y a énormément de choses, bien plus que ce qu'on peut voir sur les réseaux, parce que voilà, ça reste très marketing, très, très commercial, tout ça. On essaye de pousser des choses, mais derrière, le cadre légal, il est très, très important. Donc ça, c'est une première partie. La deuxième partie, ça va être de se préparer. Parce que, évidemment, la RFE, je le dis assez souvent pour ceux qui suivent, hein, la RFE, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça se prépare, il faut s'entraîner, il faut se renseigner. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ça commence le 1er septembre 2026. Ce n'est pas le 31 août qu'il faudra se réveiller. En plus, on le sait, juillet-août, il ne se passe pas grand-chose. Généralement, c'est l'été, donc ça veut dire qu'il faut être prêt avant cet été. On est quasiment aux fêtes de fin d'année. Il reste 6 mois pour se préparer. Donc, c'est assez important. Il y a beaucoup de travail aussi, même pour vous. Donc, il va falloir nettoyer vos référentiels, vos data dans vos logiciels, hein.
que tout soit bien identifié. Aujourd'hui, quand dans vos identifications, vous utilisez des choses au quotidien qui sont des modes de règlement, des pays dans les adresses, des devises. Bah, tout ça, derrière, il y a des codes qui ne sont pas forcément toujours bien renseignés, des codes ISO, des codes EDI. Et tout ça, va falloir le nettoyer et bien le renseigner. Alors, ça peut être fait en automatique par des éditeurs, via des mises à jour, mais ça peut aussi être des choses que vous allez devoir faire à la main. Il va falloir nettoyer vos tiers, parce que pour que les tiers soient bien identifiés dans tous les échanges, que ce soit vos clients et vos fournisseurs, ben, il va falloir qu'on puisse les reconnaître, que vos plateformes, que l'État puisse les reconnaître, et vous-même dans vos outils. Donc bien renseigner les bonnes adresses, en faisant bien la distinction entre les adresses de la société, du siège, on va dire, mais aussi les adresses de facturation, les adresses de livraison. Il va falloir qu'elles soient très bien renseignées. Évidemment, tout ce qui va nous aider à identifier ces tiers, c'est les numéros de SIRET, le numéro de TVA. Tout ça, ça va nous aider à l'identifier. Et puis pour vous savoir quelles sont les typologies d'échanges que vous aurez avec ces tiers, eh ben, on a besoin de savoir leur typologie. Est-ce que c'est une société? Est-ce que c'est un particulier? Est-ce qu'il est français? Est-ce qu'il est en Europe? Est-ce qu'il est hors Europe? Tout ça, c'est important. L'assujettissement, est-ce que c'est quelqu'un qui est assujetti à la TVA ou pas? Quel est son assujettissement? Les mailles de réception, ou boîtes de réception. Où est-ce que j'envoie ma facture électronique? On peut avoir, ou est-ce que je la reçois d'ailleurs, hein, on peut avoir plusieurs boîtes de réception. Je pourrais très bien dire, je veux réceptionner dans un endroit mes factures qui concernent mon activité et dans un autre mes factures de frais généraux. Ou parce que je gère plusieurs sites, ben, je voudrais pouvoir avoir une boîte de réception par site. Parce que moi, dans ma comptabilité, ça m'arrange un peu plus pour le suivi. Il faut penser à vos notes de frais, par exemple. Vous pourriez avoir une boîte de réception spécifique pour les factures qui sont en raccord avec vos notes de frais. Et, je fais une petite parenthèse, mais il faut savoir que demain, avec les RFE, un salarié qui va faire une note de frais, il, il va demander soit un justificatif de paiement qui va vous pousser, comme il peut le faire aujourd'hui, soit, et il y a des chances qu'on en arrive là, bien sûr, il va demander à la personne chez qui il fait son frais d'envoyer une facture à l'entreprise. La différence, c'est quoi? C'est que si l'entreprise elle a une facture, elle va pouvoir déduire la TVA, alors que normalement, si elle a un ticket, elle ne pourra pas le faire. Donc ça va induire beaucoup de process, en plus, même pour vos collaborateurs. Et surtout, il va falloir les rapprocher, ces factures, parce que entre la demande de note de frais de votre collaborateur qui va vous envoyer un justificatif et quelques temps après, la facture que vous allez recevoir dans votre système d'information, il faut les rapprocher, ces factures. Donc on pourrait imaginer d'avoir une maille de réception spécifique aux notes de frais. Je vous donne plein d'exemples, tout ça, c'est des choses qu'on analyse dans vos process, comment vous utilisez, peut-être les revoir et voir comment demain vous allez pouvoir suivre toutes ces factures-là. Et puis évidemment, bah, il va falloir préparer vos outils, parce que là, on part du principe que vous avez les outils qui sont bons, mais ça, c'est important de le savoir. Il faut demander à vos éditeurs, vos éditeurs de logiciels. Donc là, Sage, on sait qu'ils sont conformes, mais vous avez sûrement d'autres outils autour, des outils de facturation, des fois, qui sont utilisés, qui ont été faits pour vous, qui ont été développés, bah, voir avec eux, est-ce qu'ils sont capables, demain, d'intégrer ou de générer une facture électronique dans un des formats que vous auriez vu dans la première partie de la formation. Est-ce qu'ils sont capables de le faire? S'ils vous disent oui, demandez-leur qu'ils l'écrivent. Parce que c'est facile de dire oui, oui, on sera prêt pour le RFE. Il faut être sûr. Parce que le jour J, s'ils ne peuvent pas déclarer, peuvent pas générer une facture électronique, c'est vous qui serez embêté et qui serez à l'amende. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes, qu'il faut leur demander. Demander aux éditeurs, est-ce qu'ils ont prévu d'avoir leur propre plateforme électronique, comme la plateforme agréée, pardon, comme Sage a sa plateforme. Il y a beaucoup d'autres éditeurs qui ont fait le choix de ne pas développer de plateforme et qui vont travailler en marque blanche ou en marque grise avec d'autres éditeurs. Tout ça, il faut se renseigner et donc mettre à jour vos logiciels, ça va être très très important pour être prêt au bon moment. Et puis, bah, une fois qu'on a dit tout ça, bah, ça va jouer sur quoi? Ça va jouer sur vos circuits de facturation. Aujourd'hui, une facture, quand elle arrive chez vous, bah, qu'est-ce qui se passe? Comment vous la gérez? Qui la valide? Demain, c'est pareil, hein, pour la facture électronique, qui ira sur la plateforme pour valider et dire oui, je valide cette facture ou non, je la refuse. Donc, c'est important de revoir tous vos circuits en interne pour les adapter à la facture, à la facture électronique ou inversement, mais en tout cas, ça pourrait induire des changements, c'est très important aussi. Revoir le circuit de TVA, parce qu'on l'a dit, hein, la réforme, c'est essentiellement par rapport à la TVA. Le circuit de TVA va être très important, puisqu'à terme, vous aurez même un pré-remplissage de vos déclarations de TVA. Donc, c'est peut-être même le noyau, on va dire, de cette facture électronique, hein. Donc, ça va jouer dessus, évidemment. Donc, ces deux circuits-là sont très importants. Et du coup, bah, avec tout ce qu'on vient de dire, il va y avoir des changements en interne pour vous. Et bien, il va falloir faire monter en compétence vos collaborateurs, vos utilisateurs. Parce que ça va changer leur façon de travailler, forcément. Peut-être juste parce que vous avez changé d'outil, mais aussi parce que vous avez changé vos circuits de facturation et de validation. Donc, il y a aussi un travail de fond à faire par rapport aux utilisateurs de vos solutions de gestion chez vous. La troisième partie,
Bah, ça va être en fait de débuter sur la facture électronique parce que, bah, OK, on a tout validé, on a bien nettoyé, bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mes outils sont prêts, je sais générer une facture électronique avec mon outil, qu'est-ce que j'en fais? Et ben, il va falloir que je fasse le choix de ma plateforme agréée. Donc là, ici, on parle de Sage Network, c'est le nom de la plateforme agréée de Sage. Si je choisis de passer par cette plateforme agréée, bah, il faut que je m'inscrive sur cette plateforme. Il faut que j'inscrive ma ou mes sociétés, parce qu'évidemment, je peux être multi-société, comme on l'a dit tout à l'heure. Sur ces plateformes, je vais créer mes utilisateurs. Qui va avoir accès à cette plateforme? Qu'est-ce qu'il va faire? Qui va valider les factures? Qui va les refuser? Donc il y a une création d'utilisateurs et de rôles à définir qui est important. Je vais synchroniser mes tiers, évidemment, entre mon back-office, mon outil de gestion, et cette plateforme, pour savoir comment je vais leur transmettre. Il y a tout un travail aussi de paramétrage à faire à ce niveau-là, et de test entre votre back-office et cette plateforme. Et ensuite, on va pouvoir faire aussi d'autres tests en amont de la réforme pour réceptionner ou transmettre des factures. Je vous invite à faire ces tests en amont, ne pas attendre la première facture qui arrive pour se dire bah mince, c'est pas paramétré correctement, je ne sais pas comment je vais faire. Donc on va pouvoir commencer ces tests. Alors ces tests vont commencer en début d'année 2026. À partir du moment où vous serez inscrit, vous pourrez faire ces tests-là aussi pour valider chez vous les process internes. Et puis bah, le suivi de la facture, parce que comme je vous l'ai dit, hein, la facture, elle a un cycle de vie entre le moment où elle est envoyée et jusqu'au moment où elle est payée. Il y a un cycle de vie qui est très important. Il existe des statuts obligatoires. Il en existe 4 aujourd'hui. Il y a des statuts aussi qui ne sont pas obligatoires, mais que certaines PA vont déjà gérer, qui seront peut-être obligatoires à terme. Il y a de grandes chances d'ailleurs. Donc il va falloir bien comprendre ce suivi. Alors, je vois une question en même temps, je vais me permettre d'y répondre parce que c'est sur le sujet. Quelle est la différence entre le Sage Network et le Sage Connect? Alors, le Sage Network, en fait, c'est de la plateforme, c'est une plateforme que Sage a créée, dans laquelle il existe un tuyau, on va dire, qui est le Sage Connect. Et le Sage Connect, c'est celui qui est fait pour les échanges de factures électroniques. La plateforme Sage est-elle compatible avec Opt-in BTP? Alors, on pourra connecter normalement, alors là, c'est en théorie puisque, comme je vous l'ai dit, les plateformes sont en train de faire les tests, hein, mais vous pouvez connecter un logiciel X avec une plateforme Y. La plupart du temps, ça fonctionnera via des API. Donc, les API, hein, c'est des petits développements pour connecter les 2, mais API, ça veut dire que c'est quand même prévu par l'éditeur, donc c'est relativement simple à faire. Donc, on pourrait évidemment connecter un opt-in sur une plateforme Sage. Ça serait possible. Évidemment, on le verra, on reviendra vers vous là-dessus, puisqu'il y a justement, même chez nous, des tests en cours là-dessus, entre Optim et Sage, puisque c'est 2 outils qu'on propose. Et donc, du coup, on pourra le connecter, je pense. Nos factures seront donc à accepter sur le Sage Connector ou le Sage Connect. Ce sera le Sage Connect, le site vraiment auquel vous vous connectez sur Internet et l'adresse qu'il y aura en haut, c'est bien Sage Connect. Et c'est sur Sage Connect que vous recevrez vos factures. Après, de savoir est-ce que vous les accepterez ou les refuserez d'ailleurs, hein, parce qu'on parle d'accepter, mais ça peut être refusé. Oui, vous pouvez le faire directement sur la plateforme Sage Connect, mais pas que. C'est-à-dire que vous pouvez le faire aussi directement dans vos outils à partir du moment où vous utilisez le Sage Data Clean and Control ou via des outils comme ACS, puisque c'est là-dessus que vous voulez récupérer toutes vos factures, et donc vous pourrez faire l'acceptation à partir d'ACS. ACS a l'avantage en plus de pouvoir capter de la facture électronique et de la facture classique, puisqu'au début, on aura un mix de factures, bien évidemment. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent, donc je vais répondre au fur et à mesure. En attendant que les questions arrivent, je voudrais juste finir sur un ou plusieurs warnings, en tout cas, je voudrais vraiment vous informer là-dessus. L'article 28 de la loi de finances, il est acté. C'est très important. La réforme de la facturation électronique, elle est en phase d'exécution. Elle ne sera pas repoussée. Elle a déjà été repoussée il y a 2 ou 3 ans. On entend beaucoup de rumeurs de gens qui disent j'ai le temps, de toute façon, c'est repoussé, etc., etc. Non, la réforme ne sera pas repoussée. Il faut vraiment que vous mettiez ça en tête et que ne pas compter dessus, en tout cas. La réforme ne sera pas repoussée. Elle commencera bien le 1er septembre 2026 et tout le monde doit être en capacité de recevoir une facture électronique. Dans le même temps, il y a certaines entreprises qui auront l'obligation d'émission. Heureusement, parce que sinon vous ne réceptionnerez rien. Donc, certaines entreprises auront l'obligation aussi d'émettre de la facture électronique, mais toutes auront l'obligation de réception. Donc, cette échéance au 1er septembre 2026, elle est importante, elle est inéluctable. Il faut se le mettre en tête. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est maintenant qu'il faut s'y prendre et mettre à jour vos outils. La deuxième chose, je voudrais mettre un warning et puis aussi voilà, alerter là-dessus, c'est les plateformes agréées. Parce que j'imagine que vous en voyez partout, tout le monde fait sa pub là-dessus, vous êtes sollicité de tous les côtés. Il faut savoir qu'à ce jour, il y a 118 plateformes agréées. Elles sont immatriculées par la DGFiP sous réserve.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont rentrées en phase de test depuis le 15 octobre et ça va durer 3 mois, donc jusqu'au 15 février. Donc je ne sais plus si ça fait 3 mois, mais en tout cas, il y a 3 mois de tests vraiment qui sont lancés pour valider leur immatriculation définitive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible que sur ces 118, d'ici 6 mois, il y en ait plus 118. Je ne peux pas vous dire qu'il y en aura la moitié qui vont tomber, hein, j'en ai aucune idée puisqu'ils sont en train de faire les tests. Mais c'est important de le savoir, donc il ne faut pas se précipiter non plus. Je vous ai mis un chiffre qui est, je pense, très parlant. Aujourd'hui, il y a seulement 8 plateformes sur les 118 qui ont réussi des tests d'interopérabilité avec le PPF et entre elles. Il y en a 68 qui n'ont même pas commencé les tests. Alors, je ne peux pas vous donner les noms, je ne les ai pas, hein, évidemment, mais c'est juste pour vous alerter sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule plateforme qui est agréée définitivement. Donc, faire bien attention à quelle plateforme vous choisissez. Euh, on a parlé des cas d'usage tout à l'heure, il y a 42 cas d'usage. Toutes les plateformes ne géreront pas tous les cas d'usage. Il y en a qui sont quand même assez niches, qui sont sur des métiers particuliers. Donc, il va être important aussi d'identifier ces cas d'usage. Donc, dans les formations, on vous présentera les 42 cas d'usage. Donc, après, à vous de voir dans quel cas vous êtes concerné. Et en fonction de ça, ça sera important de bien choisir sa plateforme et de valider avec cette plateforme en lui disant, bah voilà, moi, je suis concerné par le cas 13, 17, 25. Est-ce que vous le gérez? Et ça va être important. Attention aussi aux fausses pubs, fausses raisons. J'en vois de plus en plus sur les réseaux. Renseignez-vous bien. Je vois des plateformes agréées qui disent ah bah, vu qu'il va y avoir un statut de paiement à renvoyer dans le cycle de vie de facture, il faut avoir un compte pro obligatoire. Donc, prenez ma PA parce que moi, mon compte pro, il est dedans. Non, c'est faux, ça n'existe pas, ça. Donc, renseignez-vous bien. Quand on vous dit que vous êtes obligé de prendre la plateforme de votre éditeur ou de votre expert comptable, non, c'est pas vrai. Donc, attention, vous le savez, quand il y a des normes comme ça, il y en a qui vont peut-être en profiter un petit peu. Donc, renseignez-vous bien de faire le bon choix, ça va être très important. Alors, attendez, je vois des questions qui arrivent. Hop, je vais reprendre le chat, si j'arrive à revenir sur la bonne fenêtre. C'est la même chose que Use que vous proposez aussi. Alors j'imagine que c'est quand j'ai parlé de logiciel ACS que vous avez rebondi là-dessus. Oui, ACS et Use, en gros, ils proposent les mêmes fonctionnalités. Voilà. ACS, c'est juste que c'est le produit de Sage, donc il est directement lié à l'APA de Sage, à la compta Sage, hein, c'est le pont naturel entre les deux outils. Use, on peut le mettre à la place d'ACS. Évidemment, il y a des connecteurs qui existent, hein, des API, pour pouvoir dire Use va aller récupérer sur une API et envoyer dans la compta. Mais au final, ils font la même chose. Ils font de la récupération de factures, de l'intégration de factures. Ils font aussi de l'archivage, puisqu'on parlait d'archivage. Hein, vous voyez que pour le coup, Use et ACS vont proposer cet archivage. Ce n'est pas la plateforme agréée qui le propose. Donc oui, en tout cas, Use fait la même chose. Si on a déjà ACS, on doit tout de même prendre Sage Connect. Je pensais qu'il fallait accepter sous Sage Connect pour que les factures basculent sur ACS. Alors c'est vraiment deux outils différents. Sage Connect, c'est la plateforme agréée. ACS, c'est un outil qui vient capter des factures, donc il va capter de la facture électronique sur Sage Connect, mais qui va aussi capter d'autres factures, parce que vous allez recevoir encore pendant longtemps des factures qui ne sont pas électroniques. Comme je l'ai dit, au 1er septembre 2026, seulement certaines entreprises vont émettre de la facture électronique, toutes les autres vont continuer à vous envoyer de la facturation classique. Demain, quand vous allez aussi recevoir des factures peut-être de sociétés étrangères, vu que la réforme pour l'instant elle est franco-française, vous allez recevoir de la facture classique. Donc ACS, l'avantage qu'il a, c'est de pouvoir capter toutes ces factures un petit peu partout. Donc si vous avez déjà ACS, ça n'empêche pas que derrière, vous devez faire le choix d'une plateforme agréée. Sage Connect, c'est le sujet du jour, c'est une plateforme agréée, mais ça pourrait être une autre. En tout cas, c'est vraiment deux choses différentes. L'avantage, si vous avez le Sage Connect et le Sage ACS, évidemment, c'est que ACS va aller chercher en direct sur Sage Connect les factures, et le circuit de validation de la facture se fera dans ACS et non pas dans Sage Connect. Du coup, Sage Connect, finalement, sera, pour les utilisateurs d'ACS, transparent. Ça sera juste quelque chose que derrière qui viendra pour récupérer les factures et qui les enverra dans Sage ACS. La formation RF proposée par Sage IMC est orientée sur la PA proposée. Alors non, pas que. C'est vraiment, je dirais même que la majorité de cette formation, la plus grosse partie de cette formation, c'est sur le légal. Alors ça va, comme je vous disais, c'est la première partie. On va expliquer tous les flux, les acteurs, le légal, etc., tout ce qui va tourner autour de la réforme. La deuxième partie, c'est de nettoyer vos référentiels et vos datas. Alors, j'ai pris l'exemple de Sage parce que aujourd'hui, vous êtes connecté peut-être sûrement parce que vous avez les outils Sage, mais que vous ayez Sage ou un autre outil, de toute façon, ce nettoyage, vous devez le faire et vous devez le comprendre. Les process, vous devez les comprendre. Il y a seulement la troisième partie où effectivement,
on va pouvoir commencer à s'inscrire sur la PA de Sedge et faire des tests qui, qui effectivement, si vous ne prenez pas la PA Sedge, cette partie-là vous concernera moins. Mais ça n'empêche pas que cette partie test, cette partie inscription, il faudra la faire, même si c'est sur une autre PA. On va dire que 80% de la formation, c'est vraiment quand même sur la réforme en elle-même. C'est pas purement sur les outils Sedge, hein, c'est vraiment sur la réforme. J'ai une question, c'est comme Chorus Pro, j'ai pas plus de détails, mais j'imagine que c'est Chorus Pro versus une PA. Alors, il faut savoir qu'avec la réforme, comme je vous l'ai dit, le cycle de facture électronique, il concerne les factures B2B et les factures B2J, donc avec le gouvernement. Pour l'instant, on ne sera pas obligé, pour les factures du gouvernement, hein, on ne sera pas obligé de passer forcément par une PA, on pourra continuer d'utiliser Chorus Pro. Mais évidemment qu'à terme, l'idée c'est que tout passe par des PA. Donc pour l'instant, si vous utilisez Chorus Pro, vous pouvez continuer d'utiliser tel que vous l'utilisez pour tout ce qui est avec le gouvernement. Et la PA sera dédiée à tout ce que vous faites avec le B2B. Je ne vois pas d'autres questions, mais si vous en avez d'autres, je vous invite à les poser dans le chat, hein, n'hésitez pas. Euh, pour la présentation, donc je vous ai donné tous les points. On va vous envoyer cette présentation. Vous allez recevoir aussi un questionnaire, un form, à l'issue de cette formation. Donc je vous invite à le remplir si vous avez des questions, surtout si, voilà, sur vos intentions, on va dire, plus futures. Et puis n'hésitez pas à vous rapprocher de votre chargé d'affaires. Si vous avez des questions, je le fais avec beaucoup de clients régulièrement pour caler un point avec moi. On peut se caler un point d'une demi-heure, une heure par Teams et se faire un échange sur la réforme. Donc n'hésitez pas à passer par votre chargé d'affaires pour ça. Et puis, pour ceux qui ne le font pas encore, je vous invite à me suivre sur LinkedIn. J'essaie de communiquer pas mal sur ce réseau-là pour vous informer donc, sur le côté légal, l'évolution de la réforme, sur ce que ça peut apporter. Donc voilà, je vous invite à me suivre sur ce réseau si vous le souhaitez. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. J'ai dépassé un petit peu ce qu'on avait dit. On avait prévu une demi-heure. J'ai fait 40 minutes, donc je ne vais pas vous prendre plus de temps que ça puisqu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie à tous pour votre écoute. J'espère que j'ai été clair et que ça a été utile. Ah, attendez, je vois quelque chose. La formation est forcément par e-learning. Alors, pour le début, elle est en e-learning, mais comme je vous l'ai dit, selon les cas, vous pourrez avoir aussi des formations avec des formateurs en face. Je pense par exemple, quand on va commencer à rentrer dans des cas d'usage où c'est un peu touchy, c'est un peu compliqué, à mon avis, ils vont mettre un formateur en face. Mais pour le début, en tout cas, les premières, là, ce sera du e-learning. Donc, c'est vraiment vous vous connectez quand vous voulez, vous le faites à votre rythme, vous le faites avec autant d'utilisateurs de votre société que vous le souhaitez. Voilà. C'est quoi le rétro-planning de Sage University? À partir de quand? C'est à partir du moment où vous validez l'acquisition de cette facture et votre inscription. À date, vous avez ensuite 3 ans pour le faire. Je vois beaucoup de monde qui me disent merci et bonne journée. Je vous remercie aussi tous pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Je reste vraiment à disposition. C'est un virage, cette réforme. Moi, je suis à fond dessus. Je ne fais quasiment que ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis vraiment là pour vous aider à passer ce virage et à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et à très bientôt, j'espère.